Donald Trump affirme que les États-Unis sont aujourd'hui en position de force dans la confrontation avec l'Iran, mais derrière cette déclaration très offensive se cache peut-être une réalité stratégique beaucoup plus complexe. Parce que contrairement à l'idée dominante, la puissance militaire américaine ne garantit plus automatiquement la domination au Moyen-Orient. Et surtout, il existe un facteur sous-estimé qui pourrait transformer ce bras de fer en crise régionale majeure. Alors la question est simple, les États-Unis contrôlent-ils vraiment l'escalade ou sont-ils en train d'entrer dans une confrontation beaucoup plus risquée qu'elle n'en a l'air ? Dans cette vidéo, on va comprendre 3 choses essentielles. Pourquoi Trump affirme que Washington est en position de force, pourquoi cette affirmation est contestée par plusieurs analystes militaires et surtout ce que cette confrontation révèle du nouvel équilibre stratégique au Moyen-Orient. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et dites-moi en commentaire, selon vous, les États-Unis dominent-ils encore réellement la région ? Premier élément fondamental, lorsque Donald Trump affirme que les États-Unis sont en position de force face à l'Iran, il s'appuie sur une réalité militaire indéniable. Sur le papier, le rapport de puissance reste extrêmement favorable à Washington. Les États-Unis disposent d'une supériorité aérienne massive, d'une flotte navale dominante dans le Golfe, de bases militaires dans toute la région et d'une capacité de frappe globale. Face à cela, l'Iran possède une armée beaucoup moins équipée technologiquement, mais réduire cette confrontation à un simple rapport de puissance militaire serait une erreur d'analyse, car dans les conflits contemporains, la supériorité militaire brute ne suffit plus toujours à garantir la victoire stratégique. Et c'est précisément là que la situation devient beaucoup plus intéressante. Deuxième élément fondamental, l'Iran ne cherche pas à affronter directement les États-Unis. Au contraire, depuis plusieurs décennies, Téhéran développe une stratégie dite asymétrique. L'objectif est simple, éviter une guerre conventionnelle directe, tout en étant capable de rendre toute intervention américaine extrêmement coûteuse. Comment ? Grâce à 3 outils principaux. D'abord, un réseau d'alliés et de milices dans toute la région. Le Hezbollah au Liban, plusieurs groupes armés en Irak, des milices en Syrie, les Houthis au Yémen. Ce réseau constitue ce que les stratèges appellent souvent l'axe de la résistance. Deuxième outil, les missiles balistiques. L'Iran possède aujourd'hui l'un des plus grands arsenaux de missiles du Moyen-Orient. Ces missiles peuvent frapper les bases américaines dans la région, les infrastructures énergétiques du Golfe et surtout Israël. Mais ce n'est toujours pas le point le plus important. Le véritable levier stratégique iranien se trouve ailleurs. Regardons maintenant ce qui change réellement dans ce rapport de force. Le point clé s'appelle le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime extrêmement étroit relie le Golfe Persique au reste du monde. Et surtout, environ 20% du pétrole mondial y transite chaque jour. Autrement dit, si ce détroit est bloqué, l'économie mondiale peut être immédiatement secouée. L'Iran ne peut évidemment pas fermer complètement le détroit pendant longtemps, mais il pourrait le perturber suffisamment pour provoquer un choc énergétique mondial. Et c'est précisément ce type de levier qui permet à Téhéran de compenser son infériorité militaire. Car dans une guerre moderne, la question n'est pas seulement qui possède la plus grande armée, la vraie question est qui peut infliger le plus de dégâts stratégiques à l'autre. Mais alors, pourquoi Donald Trump insiste-t-il autant sur cette idée de position de force ? Il y a en réalité plusieurs raisons. Première raison, la dissuasion. En affichant une posture très ferme, Washington cherche à envoyer un message clair à Téhéran. Toute attaque directe entraînerait une réponse massive. C'est un mécanisme classique dans les relations internationales. Mais ce n'est qu'une partie de l'explication. Deuxième raison, la politique intérieure. Dans la politique américaine, la fermeté face à l'Iran est souvent un thème mobilisateur. Affirmer une position de force permet de projeter une image de leadership et de détermination. Mais ce n'est toujours pas l'élément le plus important. Le véritable enjeu est ailleurs, et c'est là que la situation devient beaucoup plus délicate. Dans ce type de confrontation indirecte, le risque principal n'est pas forcément une guerre planifiée. Le vrai danger est l'escalade involontaire, un incident maritime, une attaque de milice, un missile mal interprété, et très rapidement, les deux camps peuvent se retrouver entraînés dans une spirale de représailles.
L'histoire du Moyen-Orient est remplie de crises qui ont commencé de cette manière, et c'est précisément pour cette raison que plusieurs analystes estiment que parler de position de force est trompeur, car dans un environnement aussi instable, même une puissance dominante peut perdre le contrôle de l'escalade. Mais il y a un autre élément essentiel que l'on oublie souvent. Cette confrontation ne concerne pas seulement les États-Unis et l'Iran. Plusieurs puissances régionales jouent un rôle majeur. Israël, évidemment. Pour l'État israélien, le programme nucléaire iranien représente une menace existentielle. L'Arabie saoudite également. Riyad voit dans l'expansion de l'influence iranienne un défi direct à son leadership régional. Et enfin, les Émirats arabes unis. Ces pays poussent souvent Washington à maintenir une posture très ferme face à Téhéran. Mais cette dynamique peut aussi alimenter les tensions, car chaque acteur régional poursuit ses propres intérêts stratégiques. Mais il reste encore une question centrale, le programme nucléaire iranien. Depuis le retrait américain de l'accord nucléaire en 2018, les tensions autour de cette question n'ont cessé d'augmenter. L'Iran a progressivement enrichi davantage d'uranium. Les États-Unis, eux, continuent de maintenir une pression économique et diplomatique très forte. Le problème est simple, si Téhéran s'approche trop du seuil nucléaire, la pression pour une intervention militaire pourrait augmenter considérablement, et cela pourrait transformer une confrontation indirecte en crise majeure. Alors au final, que révèle cette confrontation entre Washington et Téhéran ? En réalité, elle illustre une transformation plus profonde du système international. Pendant longtemps, les États-Unis pouvaient intervenir au Moyen-Orient avec une domination presque totale. Aujourd'hui, la situation est différente. Les puissances régionales sont plus autonomes. Les stratégies asymétriques se sont perfectionnées et les conflits sont devenus beaucoup plus complexes à contrôler. Autrement dit, la puissance militaire reste importante, mais elle ne suffit plus à garantir la stabilité stratégique. Au final, lorsque Donald Trump affirme que les États-Unis sont en position de force face à l'Iran, il dit quelque chose qui est partiellement vrai. Oui, la supériorité militaire américaine reste immense, mais la réalité stratégique du Moyen-Orient est beaucoup plus nuancée. Parce que dans ce type de confrontation indirecte, la puissance ne se mesure pas seulement en avions ou en navires de guerre, elle se mesure aussi en capacité de nuisance, en influence régionale et en capacité à rendre une guerre trop coûteuse pour l'adversaire. Et c'est précisément ce qui rend cette crise si difficile à gérer, car aucun des deux camps ne veut une guerre totale, mais chacun veut montrer qu'il est prêt à aller très loin. Et dans ce type d'équilibre instable, le moindre incident peut tout faire basculer. Au final, lorsque Donald Trump affirme que les États-Unis sont aujourd'hui en position de force face à l'Iran, il dit quelque chose qui est partiellement vrai. Sur le plan strictement militaire, la supériorité américaine reste indiscutable. Les États-Unis disposent de la première armée du monde, d'une capacité de projection globale, d'une flotte navale dominante et d'un réseau de bases militaires réparties dans toute la région du Golfe. Autrement dit, si l'on ne regarde que les indicateurs traditionnels de puissance, budget militaire, technologie, aviation, missiles, satellites, Washington reste très largement au-dessus de Téhéran. Mais c'est précisément là que commence l'erreur d'analyse la plus fréquente. Car la réalité stratégique du Moyen-Orient est aujourd'hui beaucoup plus nuancée qu'un simple rapport de puissance militaire. Et pour comprendre cela, il faut regarder la nature même des conflits modernes. Dans ce type de confrontation indirecte, la puissance ne se mesure plus seulement en avions de chasse, en porte-avions ou en divisions blindées, elle se mesure aussi en capacité de nuisance. Autrement dit, la capacité d'un acteur à perturber l'équilibre régional, à déstabiliser les infrastructures stratégiques ou à infliger des coups politiques et économiques à son adversaire. Et sur ce terrain-là, l'Iran a développé depuis plusieurs décennies une stratégie particulièrement efficace. Premier levier, l'influence régionale. Téhéran ne se limite pas à ses frontières nationales. Le pays s'appuie sur un réseau de partenaires et de groupes armés dans plusieurs zones clés du Moyen-Orient. On pense évidemment au Hezbollah au Liban, mais aussi à certaines milices en Irak, à des groupes en Syrie ou encore aux rebelles Houthis au Yémen. Ce réseau permet à l'Iran d'exercer une forme d'influence indirecte sur plusieurs théâtres stratégiques. Cela signifie qu'en cas de confrontation, le conflit pourrait rapidement dépasser la simple relation bilatérale entre Washington et Téhéran. Il pourrait s'étendre à plusieurs fronts régionaux, mais ce n'est pas le seul levier. Deuxième dimension essentielle,
la stratégie de dissuasion asymétrique. L'Iran sait parfaitement qu'il ne peut pas rivaliser frontalement avec la puissance militaire américaine, mais il peut rendre une guerre extrêmement coûteuse économiquement, coûteuse politiquement et potentiellement déstabilisatrice pour toute la région. Par exemple, en menaçant les routes maritimes stratégiques dans le golfe Persique, ou en visant certaines infrastructures énergétiques dans la région, dans un contexte où l'économie mondiale dépend fortement des flux énergétiques du Moyen-Orient. Ce type de perturbation pourrait provoquer des conséquences bien au-delà du théâtre militaire. Autrement dit, l'Iran n'a pas besoin de battre militairement les États-Unis. Il lui suffit de rendre une confrontation suffisamment risquée pour décourager une guerre ouverte. Et c'est précisément ce type de logique qui rend la situation actuelle si difficile à gérer. Car aucun des deux camps ne souhaite réellement une guerre totale. Les États-Unis savent qu'un conflit majeur au Moyen-Orient serait extrêmement coûteux, à la fois en ressources, en stabilité régionale et en capital politique international. De son côté, l'Iran sait qu'une guerre directe contre Washington pourrait représenter une menace existentielle pour le régime. Mais dans le même temps, chacun cherche à préserver sa crédibilité stratégique. Washington veut montrer qu'il reste capable de dissuader toute provocation. Téhéran veut montrer qu'il peut résister à la pression américaine, et c'est précisément dans ce type de confrontation que se crée un équilibre très fragile, un équilibre dans lequel les deux acteurs avancent prudemment mais sans jamais vouloir apparaître comme faibles. Or, l'histoire des relations internationales montre que ce type de situation peut devenir extrêmement instable, parce que lorsque deux puissances cherchent simultanément à démontrer leur détermination, le risque principal n'est pas toujours une guerre planifiée. Le danger vient souvent d'un incident imprévu, un tir de missile mal interprété, une attaque menée par un groupe allié, un incident naval dans le Golfe, et soudain, une crise limitée peut se transformer en escalade beaucoup plus large. C'est précisément pour cette raison que la confrontation entre les États-Unis et l'Iran reste aujourd'hui l'un des équilibres stratégiques les plus sensibles de la planète. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les mécanismes géopolitiques derrière cette confrontation, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et surtout, je serais très curieux d'avoir votre point de vue. Selon vous, les États-Unis dominent-ils encore réellement le Moyen-Orient aujourd'hui, ou assistons-nous progressivement à la fin de cette domination stratégique? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.